À la une de l'actualité au Bénin, les électeurs béninois ont boudé le scrutin législatif dimanche en raison de l'absence des partis d'opposition qui ont été empêchés de participer aux législatives après la révision de la loi électorale voulue par le président Patrice Talon. Après le cyclone Kenneth, le Mozambique craint des inondations dévastatrices. L'ONU a annoncé le déblocage de 13 millions de dollars d'aide. Et en Espagne, Pedro Sanchez devrait rester au pouvoir grâce à la victoire de son parti socialiste aux élections législatives. Bienvenue sur First TV Africa. Nous sommes donc en direct dans ce First News. Soyez donc les bienvenus. Nous serons également en direct et en duplex d'ici la fin de ce journal avec Samuel Kofi pour la page Écho. Le Bénin, un pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, a voté dimanche pour élire les députés lors d'un scrutin où l'opposition était donc absente. Et cette législative a été également marquée par une abstention massive et une coupure totale de l'Internet, signe pour bon nombre d'observateurs d'un tournant autoritaire du président Patrice Talon. On en sait plus dans ce reportage. Des élections législatives qui n'auront pas attiré les foules au Bénin. La majorité de la population a décidé de ne pas aller voter. Et pour cause, avant le scrutin, les manifestations pacifiques ont été interdites. L'accès à Internet a lui été bloqué ce dimanche. Et l'opposition n'a été autorisée à présenter aucun candidat. Seulement 2 partis fidèles au président Patrice Talon ont rempli les conditions de la nouvelle loi électorale et ont pu participer aux élections. De son côté, l'opposition a appelé la population à boycotter le scrutin. Depuis le matin, j'ai parcouru environ 5 bureaux de vote. Mon constat est que la population n'est pas sortie du tout. C'est vraiment une honte, une désolation pour notre pays. Avec 29 ans de démocratie et avec une élection émaillée président, nous pouvons remercier la population qui a suivi l'autre. L'opposition. Depuis la fin du régime autoritaire en 1991, ce pays d'Afrique de l'Ouest est érigé en modèle de démocratie dans la région. Il y a 5 ans, les électeurs avaient le choix entre 20 partis différents. Mais le président Talon, élu en 2016, a défendu un nouveau code électoral pour empêcher, selon lui, la prolifération des partis. De quoi inquiéter la population, mais aussi la communauté internationale, qui voit cette nouvelle mesure comme une dérive autoritaire du président. Les fortes pluies qui ont suivi le passage du cyclone Kenneth au Mozambique laissent craindre une montée dévastatrice des eaux dans l'extrême nord du pays. L'ONU a annoncé le déblocage de 13 millions de dollars d'aide. Pour rappel, au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts ont été constatés. Un barrage déjà submergé qui menace désormais de céder. Nous sommes au Canada, dans la province du Québec. La zone n'est certes pas très peuplée, mais par précaution, les autorités ont fait évacuer les quelques centaines de personnes vivant en aval du barrage. Les inquiétudes se concentrent tout le long de la rivière Outaouais, principal affluent du fleuve Saint-Laurent. Les causes de ces inondations, d'abord les fortes pluies de ces derniers jours. Et puis il y a la fonte des neiges qui commence exceptionnellement tôt cette année. Le Premier ministre et son épouse se sont rendus dans un centre d'accueil hébergeant des personnes déplacées. Avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de ces phénomènes météorologiques extrêmes, et ce, plus régulièrement. Nous allons devoir nous adapter et voir comment aller de l'avant, ensemble. L'eau devrait continuer à monter car de fortes pluies sont annoncées pour ce week-end. L'état d'urgence a d'ores et déjà été décrété dans la capitale fédérale, Ottawa. Plusieurs centaines de militaires doivent y être déployés ce vendredi pour construire des digues provisoires. Dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec, de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations. Un tour à présent au Maroc, un institut au service de la radicalisation. Le pays a créé une école spécialisée dans la formation des imams musulmans. L'Institut Mohamed VI pour la formation des imams a jusqu'à présent attiré de nombreux prédicateurs du Maroc, d'Afrique, mais aussi d'Europe.
Au Maroc, l'islam est la plus grande religion du pays. Elle touche plus de 99% de la population. Pour maintenir le soft power religieux du pays et soutenir sa stratégie de déradicalisation, le Maroc a créé une école spécialisée dans la formation des imams. L'Institut Mohamed VI pour la formation des imams a jusqu'à présent attiré de nombreux prédicateurs du Maroc, d'Afrique et d'Europe. Les morkidas religieux qui sont diplômés de cette grande institution spirituelle et scientifique sont un atout considérable. J'ai suivi leurs grandes réalisations et leurs réalités et ils jouissent d'une grande stature, en particulier avec leurs concitoyennes. Lorsqu'elles améliorent la vie de ces femmes, cela améliore automatiquement la réalité des familles marocaines. Quand je rentrerai dans mon pays, je trouverai des enfants et des femmes qui ne sont pas allés à l'école et qui ne connaissent pas grand-chose à la religion. Nous sommes venus ici pour étudier et apprendre. Quand nous rentrerons dans nos pays, nous serons très utiles pour eux et nous leur apprendrons comment comprendre cette religion et nous leur expliquerons les principes fondamentaux de cette religion. Leur montrerons comment se comporter avec les autres et ne pas être extrémistes. Nous leur montrerons comment être modérés en religion. L'école religieuse forme actuellement 1300 personnes provenant pour la plupart des pays subsahariens comme le Mali, le Sénégal, le Nigeria, la Guinée, la Gambie, le Tchad où Al-Qaïda et l'État islamique sont actifs. La formation des morkidantes prédiquant à l'Institut a des objectifs nobles qui sont de soutenir les femmes, les enfants et les hommes. Les expériences ont montré que les femmes morkidades sont plus productives que leurs homologues masculins parce que les femmes et les enfants sont plus réceptifs au Maroc. L'Institut a également aidé Rabat à s'implanter dans une région où de grandes banques et entreprises marocaines investissent depuis des années. Législative espagnole, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a remporté les législatives, mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va rentrer en Parlement plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco. Le scrutin pourrait déboucher sur une poursuite de l'instabilité qui marque la politique espagnole depuis la fin du bipartisme conservateur-socialiste en 2015. On en sait plus dans cet élément. C'est le grand gagnant des élections espagnoles. Pedro Sánchez, le Premier ministre sortant, hisse le Parti socialiste au premier rang parlementaire avec 123 députés. Celui qui avait renversé Mariano Rajoy il y a un an a offert dimanche la première victoire électorale à la gauche espagnole depuis 2008. Le gouvernement socialiste et moi-même en tant que Premier ministre, nous serons le gouvernement de tous les Espagnols. Et deuxièmement, à partir de nos idées de gauche, de notre position progressiste, nous allons tendre la main à tous les partis politiques qui respectent la Constitution, afin que nous puissions aller de l'avant en ce qui concerne la justice sociale, la concorde et l'intégrité politique. Pour gouverner, Pedro Sánchez ne pourra s'appuyer que partiellement sur son allié de Podemos. Le parti de la gauche radicale voit son nombre de députés divisé par 2, avec 35 élus dans la nouvelle assemblée. Si la percée de l'extrême droite était attendue, elle n'en demeure pas moins spectaculaire. Vox obtient 24 sièges dans le nouveau congrès des députés, avec plus de 2 600 000 voix. Ceci est juste le début. Nous vous avons dit que c'était le début de la reconquête, et c'est ce que nous avons fait. Cette reconquête a maintenant une voix au Parlement, et nous pouvons clairement dire à toute l'Espagne que Vox est là pour rester. Chez les conservateurs, le Parti populaire obtient l'un des pires résultats de son histoire, avec seulement 66 députés. Le parti désormais dirigé par Pablo Casado a perdu plus de 3,5 millions de voix depuis 2016. Le centre-droit libéral de Ciudadanos est en nette progression. 57 députés porteront les couleurs du parti d'Albert Rivera. Il affirme vouloir devenir le premier opposant d'un royaume au paysage politique plus fragmenté que jamais.
On reste toujours en Espagne après donc les résultats législatifs. Ce dimanche, gagnants et perdants n'étaient forcément pas sur la même longueur d'onde. Dans cet élément, quelques Espagnols se sont exprimés. Forcément, gagnants et perdants n'étaient pas sur la même longueur d'onde hier soir en Espagne. Du côté des socialistes, l'humeur était à la fête. Je me sens très bien. Ça me rend fier après toutes les mésaventures qui sont arrivées aux socialistes, comme il y a 2 ans, quand on a été dépassé, comme le PASOK en Grèce. Aujourd'hui, au final, on a un gouvernement socialiste, un gouvernement progressiste. C'est une grande joie. Pour les fidèles du Parti populaire, l'heure est plus à la réflexion après l'effondrement des voix et donc des sièges en faveur du parti traditionnel de la droite espagnole. J'espère que Sanchez ne se mettra pas d'accord avec les indépendantistes catalans. Tout le monde peut gouverner pour le pire ou le meilleur, mais je ne peux pas supporter les socialistes et notamment Pedro Sanchez parce qu'ils divisent l'Espagne. Quant à ses partisans de Vox, ils ne pouvaient que se réjouir de la première entrée de ce parti d'extrême droite au Parlement national. Au moins, nous avons une voix au Parlement. C'est vrai que nous sommes inquiets parce que la gauche a obtenu le plus de sièges, mais je considère quand même que c'est une victoire pour nous. Parlant élections européennes à présent, les partis anti-système de plusieurs pays dont l'Italie et la Croatie se sont réunis avant les élections européennes à Varsovie pour affûter leurs armes. On en sait plus dans cet élément. Les partis anti-système affûtent leurs armes à 1 mois des élections européennes. À Varsovie ce dimanche, c'est le parti polonais Kukiz 15 qui a lancé sa campagne en invitant ses alliés européens. Son leader, Paweł Kukiz, veut croire à la formation d'un groupe réunissant 8 partis après les élections. On ne peut pas accepter que l'Europe soit tenue par la Commission européenne, qui en réalité sert les intérêts de 2 pays, une sorte de mariage entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bousculant les partis traditionnels, ces formations anti-système entendent se démarquer des formations d'extrême droite avec lesquelles elles partagent néanmoins le rejet des élites. Parmi les invités de marque de cette convention polonaise, Luigi Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles, qui est aussi le vice-premier ministre italien. Pour lui, le Parlement européen doit peser davantage, car c'est la seule institution dont les membres sont directement élus par les citoyens. Il a notamment redit sa volonté d'obtenir un salaire minimum européen et une législation européenne anti-corruption et anti-mafia. Le chef du parti grec AKEL n'avait pas pu faire le déplacement, mais il a réaffirmé son soutien à cette alliance via une lettre. L'Estonien Artur Talvik l'a lui fait par vidéo. Quant au Croate Ivan Vilibor Sindzic, il a dénoncé le pouvoir des banques. Retirons l'Europe des mains des banquiers. Rendons l'Europe aux Européens et longue vie à la démocratie directe. Si certaines de ces formations ne représentent qu'une infime part de l'électorat dans leur pays, elles espèrent surfer sur la vague du mécontentement et du populisme. Réponse le 26 mai. Nouvelle semaine décisive pour le Brexit. Le résultat des négociations entre le gouvernement de Theresa May et son opposition travailliste devrait être connu ces jours-ci. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, a rappelé que le temps des négociations ne peut être indéfiniment prolongé. On en sait plus dans cet élément. C'est une semaine importante qui s'ouvre pour le Brexit. Le résultat des discussions entre le gouvernement de Theresa May et l'opposition travailliste devrait être connu ces jours-ci. Monsieur Brexit, Michel Barnier a rappelé que le temps supplémentaire de négociation ne peut être indéfiniment prolongé. Ce temps, il doit être utilisé. Il ne peut pas être gaspillé par les Britanniques. Il faut qu'ils l'utilisent pour trouver un accord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Pourquoi a-t-on donné ce temps supplémentaire ? Parce qu'on a vu Mme May qui, enfin, a décidé d'ouvrir le dialogue avec l'opposition. Le Parti travailliste se félicite de ces discussions jugées productives dans un climat de bonne volonté de part et d'autre, mais un hypothétique compromis entre le gouvernement et l'opposition reste à formaliser.
Pour le moment, nous nous concentrons sur les détails, quelles sont nos lignes fixes et quels sont les points sur lesquels nous pourrions potentiellement évoluer. Mais nous souhaitons des mouvements importants et rapides sur ces lignes rouges aussi vite que possible. Ces discussions ne remettent pas en cause le contenu de l'accord de 600 pages conclu entre Theresa May et l'Union européenne, assure Michel Barnier. Le nouveau délai pour un Brexit effectif est fixé au 31 octobre prochain. Inondation au Canada, des milliers d'évacués près de Montréal et d'autres villes du sud-est du pays. Ces inondations entraînent une montée subite des eaux, parfois de 1,5 mètre dans plusieurs quartiers de la ville. L'état d'urgence a été donc décrété dans le pays. Un barrage déjà submergé qui menace désormais de céder. Nous sommes au Canada, dans la province du Québec. La zone n'est certes pas très peuplée, mais par précaution, les autorités ont fait évacuer les quelques centaines de personnes vivant en aval du barrage. Les inquiétudes se concentrent tout le long de la rivière Outaouais, principal affluent du fleuve Saint-Laurent. Les causes de ces inondations, d'abord les fortes pluies de ces derniers jours. Et puis il y a la fonte des neiges qui commence exceptionnellement tôt cette année. Le Premier ministre et son épouse se sont rendus dans un centre d'accueil hébergeant des personnes déplacées. Avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de ces phénomènes météorologiques extrêmes, et ce, plus régulièrement. Nous allons devoir nous adapter et voir comment aller de l'avant, ensemble. L'eau devrait continuer à monter car de fortes pluies sont annoncées pour ce week-end. L'état d'urgence a d'ores et déjà été décrété dans la capitale fédérale, Ottawa. Plusieurs centaines de militaires doivent y être déployés ce vendredi pour construire des digues provisoires. Dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec, de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations. Aux États-Unis, un homme âgé de 19 ans se revendiquant comme antisémite et islamophobe a tué samedi une femme et fait 3 blessés, dont un rabbin dans une synagogue de Poway, dans le sud de la Californie, aux États-Unis. On en sait plus dans cet élément. Aux États-Unis, un homme de 19 ans se revendiquant comme antisémite et islamophobe a tué samedi une femme et fait 3 blessés, dont un rabbin dans une synagogue de Poway, dans le sud de la Californie. Le tireur présumé, qui n'était pas connu des services de police, a été arrêté. D'après les médias locaux, il avait annoncé publiquement sur Internet son intention de tuer des juifs en s'inspirant de l'attaque contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. À 11h23 ce matin, un homme blanc est entré dans la synagogue Shabab de Poway, au nord de San Diego, en Californie. Cet individu détenait un fusil d'assaut et il a ouvert le feu sur les personnes qui étaient à l'intérieur de la synagogue. Une attaque antisémite immédiatement dénoncée par le président américain Donald Trump. Mes pensées vont à ceux qui ont été affectés, aux familles et aux proches affectés par ce qui semble être, au vu des dernières conversations que j'ai eues, un crime de haine. C'est dur d'y croire, c'est dur d'y croire. Ce nouveau crime antisémite survient 6 mois après l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh qui avait coûté la vie à 11 personnes. Sommet sur la biodiversité à Paris, savoir scientifique et enjeux politiques. Tel est l'objet de la 7e session de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et à cette conférence, il en ressort que de nombreuses espèces sont menacées de disparition. Là, je vous invite à suivre cette vidéographie présentant quelques espèces menacées de disparition dans nos différentes forêts. Selon les scientifiques, la Terre est en train de connaître sa première extinction de masse depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Plus de 40% des amphibiens et un quart des mammifères risquent de disparaître. C'est le résultat de l'activité humaine et du changement climatique qui affecte particulièrement la vie dans les océans. Les récifs coralliens, qui abritent plus d'un quart de toutes les espèces marines, pourraient disparaître d'ici à 2050, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui dresse une liste rouge annuelle de la faune sauvage la plus menacée. Les baleines bleues de l'Antarctique, les plus grandes créatures de la planète, sont en danger critique d'extinction. Avec à peine 30 individus dans le monde, le marsouin commun est l'espèce la plus menacée.
le mammifère se fait piéger dans des filets de pêche illégaux. Environ 60% des espèces d'eau douce, comme les crocodiles, les hippopotames et les dauphins de rivière, sont menacées et ne bénéficient pas d'une protection adéquate. Le pangolin est devenu le mammifère le plus braconné du monde en raison de la forte demande en Asie, où ses écailles sont utilisées pour la médecine traditionnelle et où sa chair est appréciée. Plus de la moitié des primates sont menacés d'extinction en raison de la destruction de leur habitat, du braconnage et de la chasse. 4 des 6 grands singes sont en danger ou gravement menacés. De nombreux félins sont également en voie d'extinction, dont le tigre de Sumatra et le léopard de Java. La menace pèse sur les 5 espèces de rhinocéros, tous braconnés. Le rhinocéros blanc du Nord s'est déjà éteint, seule une poignée d'entre eux survit en captivité. Le nombre d'éléphants d'Asie a chuté d'au moins 50% en 3 générations et compte moins de 50 000 spécimens sauvages. L'avenir de 6 des 8 espèces d'ours est également inquiétant. Le panda géant et l'ours blanc sont tous deux vulnérables. Alors c'est l'heure de la page éco et nous recevons donc Samuel Kofi en duplex. Bonjour à vous Samuel Kofi. Et merci d'être avec nous. Alors, de quoi est-ce que vous parlerez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans l'actualité économique, Guinée, un nouveau chemin de fer en vue, une nouvelle ligne de chemin de fer en Guinée à l'horizon 2021. Le consortium SMB Winning, responsable de ce projet. Le chemin de fer reliera d'Abilon, du port de Bokeh et les gisements de la SMB situés à Santour et Ouda. Long d'environ 135 km pour un coût total d'environ 1,2 milliard de dollars. Objectif de ce projet, transporter les bauxites du gisement de Santour au port d'Abilon. Suivons cet élément. La crise sociopolitique au Soudan impacte déjà les exportations de pétrole brut du Soudan du Sud. Pays enclavé sans littoral, le pétrole du Soudan du Sud transite par des pipelines à travers le Soudan avant d'être exporté via Port Soudan sur la mer Rouge. Les problèmes de Khartoum affectent en quelque sorte ce secteur car certains produits chimiques sont supposés être importés via Port Soudan et sont des produits utilisés pour le traitement du pétrole d'après le ministre de l'Information du Soudan du Sud, Michael Makau-Luet, s'exprimant à la presse à Juba. Malheureusement, le personnel des compagnies pétrolières s'est joint à la grève et personne ne fait le travail là-bas, a-t-il regretté. Le ministre Luta a aussi déploré de sérieuses perturbations dans le raffinage du pétrole du Soudan du Sud à Eglig, au Soudan, du fait de l'indisponibilité du personnel. Le Soudan du Sud, troisième plus grand producteur de pétrole brut de l'Afrique subsaharienne, entrevoit des solutions alternatives pour parer au plus pressé. Il est question notamment de réhabiliter quelques puits de pétrole, longtemps abandonnés. Une nouvelle ligne de chemin de fer en Guinée à l'horizon 2021 pour transporter la bauxite du gisement de Santou au port d'Apilon. C'est l'annonce du consortium international SMB Winning, responsable de ce projet d'une valeur de 3 milliards de dollars. Ce projet vise l'exploitation de nouveaux gisements de bauxite dans la région de Santou et Honda, à 250 km au nord de Conakry, puis à transporter et transformer le minerai pour l'exportation grâce à une raffinerie d'alumine qui sera construite dans la zone économique spéciale de Bokeh, ville proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, précise l'AFP. La construction de ce chemin de fer de 135 km sera exécutée par 2 sociétés chinoises. La Guinée tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation des mines comme la bauxite, dont il est le 3e producteur mondial. Conakry ambitionne ainsi de rattraper son retard en infrastructure pour exploiter son riche potentiel minier, notamment. Le consortium international SMB Winning, composé des intérêts guinéens, singapouriens et chinois, exploitera le chemin de fer pendant 33 ans avant de le rétrocéder à l'État sur la base d'un partenariat public-privé. L'or africain face au défi de la contrebande. Les autorités ougandaises ont ouvert une enquête contre la plus grande raffinerie d'or du pays soupçonnée de corruption. Selon une récente enquête menée par
Reuters, des milliards de dollars provenant en grande partie de l'or de contrebande quittent l'Afrique à destination de l'Émirats arabes unis pour les marchés européens ou américains. Suivons Stéphane. Selon une récente enquête menée par Reuters, des milliards de dollars provenant en grande partie de l'or de contrebande quittent l'Afrique à destination des Émirats arabes unis pour les marchés européens ou encore américains. Au cours de cette dernière décennie, environ 446 tonnes d'or auraient quitté le continent, mais une grande partie de ces exportations ne figure pas dans les caisses des États concernés. Cet or de contrebande a contribué à développer l'exploitation minière artisanale, soutenue très souvent par des entreprises à l'échelle mondiale. Cette barre est le produit de mon dur labeur. Quand nous recevons l'or, nous l'emmenons à Tarkwa. C'est là que se trouvent nos acheteurs. L'or a de la valeur. Même avec un petit échantillon, vous pouvez obtenir beaucoup d'argent pour prendre soin de votre famille. Aucune grande entreprise minière exerçant sur le continent approchée par Reuters, à savoir AngloGold Ashanti, Sibanye Stillwater ou encore Gold Fields, n'a reconnu envoyer de l'or au Moyen-Orient pour affinage. Alors que de 2006 à 2016, les importations d'or aux Émirats arabes unis sont passées de 18 à 50% selon les données du Comtrade. En plus des énormes pertes enregistrées du fait de l'exploitation illégale d'or, les dommages causés par cette exploitation sont nombreux, entre autres la pollution de l'eau due à l'utilisation des produits chimiques. Et pour terminer l'actualité économique, la crise au Soudan impacte le pétrole sud-soudanais. La structure économique du Soudan, après plusieurs décennies de guerre civile, l'industrie et l'infrastructure sont sous-développées, particulièrement au niveau du transport du pétrole. La crise sociopolitique soudanaise impacte déjà les exportations du pétrole brut du Soudan du Sud. La crise sociopolitique au Soudan impacte déjà les exportations de pétrole brut du Soudan du Sud. Pays enclavé sans littoral, le pétrole du Soudan du Sud transite par des pipelines à travers le Soudan avant d'être exporté via Port Soudan sur la mer Rouge. Les problèmes de Khartoum affectent en quelque sorte ce secteur car certains produits chimiques sont supposés être importés via Port Soudan et sont des produits utilisés pour le traitement du pétrole d'après le ministre de l'Information du Soudan du Sud, Michael Makau-Luet, s'exprimant à la presse à Juba. Malheureusement, le personnel des compagnies pétrolières s'est joint à la grève et personne ne fait le travail là-bas, a-t-il regretté. Le ministre Luta a aussi déploré de sérieuses perturbations dans le raffinage du pétrole du Soudan du Sud à Eglig, au Soudan, du fait de l'indisponibilité du personnel. Le Soudan du Sud, troisième plus grand producteur de pétrole brut de l'Afrique subsaharienne, entrevoit des solutions alternatives pour parer au plus pressé. Il est question notamment de réhabiliter quelques puits de pétrole, longtemps abandonnés. Voilà, c'est tout pour l'actualité économique. Romaric. Merci à vous Samuel Kofi pour ces informations économiques. C'est ici que prend fin cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Vous pouvez revoir cette édition sur les www.firsttvafrica.tv ou sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Merci de nous avoir suivis.